Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, on va prendre un coup de frais parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, eh bien c'est un peu la canicule, donc je vais vous parler de L'Âge de glace. Alors c'était prévu de longue date puisque j'ai décidé grosso modo de faire une rétrospective de cette saga, au moins des 5 longs métrages principaux avant la sortie du 6e, prévu en février je crois, si je me trompe, c'est pas bien grave. Je ne sais pas si je ferai le spin-off sur Buck Wild qui a été fait entre-temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, on va mettre en avant un studio qui n'existe plus. Blue Sky, qui a été plus ou moins racheté par Disney, il me semble, et Disney les a laissés tomber, période de Covid, économie et tout, mais ils ont ressuscité la saga quand même, parce qu'elle a fonctionné celle-ci, L'Âge de glace, Ice Age, et pour cause, 5 longs métrages. Forcément, c'est un peu la poule aux œufs d'or. Il n'y a pas de poule dans le film. Il y a quelques animaux préhistoriques qui sont interprétés alors en VF. Allez, je dis directement la VF parce que je l'avoue, c'est une saga d'animation que je n'ai vue qu'en VF. Ça fait un petit peu souvenir d'avant, adolescents et enfance, même si je l'ai vu, j'étais déjà adulte, j'avais déjà la vingtaine en 2002. Eh bien, nous avons dans le rôle du Mammouth Mani Gérard Lanvin, du marsupial, je sais même plus ce que c'est comme animal. Lémurien? Non? Oui, probablement. Je suis très mauvais en animal, en paresseux. C'est un paresseux, tout simplement. Bref, Elise Moon, voilà, qui a depuis un petit peu vrillé quand même sur certains points, mais je ne vais pas rentrer ici dans des discussions politiques, bien sûr, même si tout est politique avec le cinéma. Et dans le rôle du tigre Diego, Vincent Cassel. Phrasé particulier. Voilà, ça c'est pour les principaux. Il y a quelques VF reconnus du milieu dans des rôles secondaires. Par exemple, Pascal Renwick ou Michel Vignier, qui jouent des rhinocéros, pour ne citer que cela. Les rhinocéros qui seraient en couple dans le film d'ailleurs, il me semble. Bon bref, comme quoi, film très progressiste. À l'époque, c'est la 20th Century Fox, Blue Skies, tout ça, mais bon, après... vous savez ce que c'est devenu. Tout ceci, Disney a racheté beaucoup de choses. Souvenir particulier, oui. Disons que j'ai bien aimé cette saga, avec plusieurs variables selon les films suivants. Mais ça faisait terriblement longtemps que je n'avais revu aucun d'entre eux. Je crois que je les ai vus qu'une fois chacun. Donc se replonger là-dedans, c'est particulier. On se retrouve donc, niveau synopsis, à l'ère préhistorique, donc durant l'ère de glace, il y a 20 000 ans. J'ai pas cherché à vérifier la véracité géographico-historique de cela, mais on va dire que c'est logique. Bon. On va y suivre surtout des animaux. Voilà, nos 3 principaux là que j'ai cités, mais pas que. Il y a aussi un écureuil à dents de sabre au début, le fameux Scrat, qui lui est muet, même si les petits bruits sont poussés, et j'en ai pas parlé d'ailleurs, par le réalisateur lui-même, Chris Wedge, qui co-réalise ici avec Carlos Saldaña, qui fera le 3e. Scrat, qui est le comic relief, qui sera là au début, un peu pendant, et à la fin, et qui sera là dans les films suivants. Une sorte de bestiole qui cherche à tout prix à cacher son gland ou à courir après. Voilà. Et derrière, donc, celui qui crée des problèmes, c'est souvent l'effet domino ou l'effet papillon avec lui. On va retrouver des animaux qui fuient, migration vers le sud, parce que l'ère de glace, l'âge de glace, Ice Age, s'installe là. Mais, particulièrement là, oui, il y en a 2 qui vont faire, on va dire, bande à part, malgré eux ou pas. Un mammouth Mani, donc, qui va dans le sens inverse, on comprendra pourquoi plus tard, et Sid, qui a été laissé là par sa famille, car trop paresseux maladroit, paresseux, et qui donc, les siens sont partis sans lui en migration, c'est quand même triste. C'est terrible quand il pense 2 minutes, voilà, bon. Et Sid et Mani vont se croiser, alors il n'y a rien qui est fait pour qu'ils s'entendent, mais alors Mani un peu bougon, tout ça, Sid totalement loufoque, autre personnage cartoonesque, il n'y a pas que Scrat, autre forme de cartoon, même si on pense à des Tex Avery ou autres, Bip et le Coyote, pardon, etc. Et Looney Tunes et compagnie. Bref, les 2 vont s'associer, malgré eux ou pas, parce que Sid il aime bien avoir un pote, protecteur du coup. Ils vont retrouver un humain, un bébé humain, et ils vont essayer de le protéger, / le ramener à sa famille humaine, puisqu'il y a des humains, il y a 20 000 ans, avec l'ère de glace, l'âge de glace et des mammouths, bon, potentiellement, je sais pas,
pourquoi pas. Et en plus de cela, ils vont être sous la menace des tigres à dents de sable, me semble-t-il que c'est cela, avec Diego, qui est sommé par son clan et son chef, pour continuer à avoir sa place dans le clan, à ramener ce petit homme dans le clan, pour qu'il soit bouffé, petit déjeuner. Et plus si affinité Diego, il va même leur dire, attendez, je peux même vous ramener un mammouth. Sauf que Diego, en s'infiltrant, en jouant un double jeu, il va peut-être s'attacher un petit peu. Et donc nous avons ici 3 animaux et un petit être humain, qui vont former, de fil en aiguille, un nouveau clan, une nouvelle famille recomposée. Petit côté progressiste ici quand même, hein, parce que les noyaux familiaux au sens large dans le film ou précédemment le film, on va dire, ont été explosés d'emblée pour des raisons diverses. Et ici, on va voir donc un travail de solidarité où des animaux très différents les uns des autres vont finir potentiellement par agir dans le même sens. Et l'important, c'est les liens qu'on se crée, qu'on se tisse, quand, parfois, les liens de sang, disons, c'est compliqué, de façon diverse et variée, donc. Et j'avoue, en le revoyant, je suis surpris sans être surpris, d'ailleurs, en soi, mais assez bluffé par quelque chose qui peut être un défaut aussi, s'en étant potentiellement, hein, cette fluidité absolue dans l'écriture, dans l'enchaînement, dans la narration visuelle et autres, dans des évolutions très 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 bien gérées, dans une rapidité assez époustouflante. C'est-à-dire que, limite, le film est trop rapide. Il est trop court. Il fait à peine 1h20. Il se passe des tonnes de choses, mais des choses qu'on peut anticiper de 1000 façons. Ce qui est fort intéressant pédagogiquement et de façon éducative pour les jeunes. Je pense que c'est quand même un film d'animation pour la jeunesse. Ça n'a pas le degré d'ouverture adulte et de réflexion à la Pixar, quand bien même, ça permet de belles discussions intergénérationnelles derrière potentiellement. Et cette idée, alors, que ça n'arrête jamais, ça va avec l'idée cartoon aussi d'un film qui ambitionne, ou qui assume plutôt cela dès le début avec cet écureuil, et aussi le paresseux. Vous avez donc 2 personnages, jamais se croiser ou presque, à un moment ils vont croiser Scrat quand même, hein, mais qui sont 2 faces opposées du même cartoon, si vous voulez, l'un qui est très volubile, blablabla, maladroit et tout, et l'autre plus digne d'un cinéma muet. Mais bon, tout se rejoint là, slapstick, tout ce que vous voulez, hein, c'est très américain, quoi. Et à côté de cela, malgré tout, vous avez de grands enjeux émotionnels. Certes, c'est très téléguidé, c'est une autoroute. Hein. Je ferai une zone spoiler quand même pour les 3-4 au fond là, qui n'ont toujours rien vu de l'âge de glace et qui auront peut-être envie de le voir après cette vidéo. Mais bon, entre Sid, qui s'en fait pas trop abandonner et tout, mais qui va avoir une tentative d'évolution vers une forme d'héroïsme, entre guillemets, parce que c'est pas évident, et Manny qui lui cherche à fuir certaines choses, et qui se voit remis dans le circuit familial ici, alors qu'il n'en voulait pas, ou plus, c'est passionnant. Et avec cet enfant, il y a des moments très tristes quand même, hein, par rapport à la mère de l'enfant, par rapport au père qui cherche l'enfant, tout ça. Et Diego, lui, il est dans ce clan, il se rend compte très vite que c'est pas vraiment une famille, c'est un rapport de soumission-domination qui est très triste au final. Et là, il va découvrir une forme, j'allais dire, d'émotion humanisée d'une certaine manière, mais ce sont des animaux. Le film travaillera aussi le lien humain-animaux d'une certaine manière. Et après, c'est un ride de rencontres, d'événements, de côté comique. On pose l'émotion, on avance, on évolue. Chaque personnage a son évolution, mine de rien. Et il y a un cœur assez central dans le film. Et c'est très malin parce que ça fonctionne comme une allégorie du récit, ce film. Jusque dans ce cœur, littéralement, dans le cœur des cavernes de glace. Sorte de scène d'attraction absolue, mais qui va être révélateur de beaucoup de choses. Déjà, petite, comme ça, on va dire approche amusante sur l'évolution, parce que vous voyez des créatures dans la glace. À un moment, il y a un effet Darwin, avec Sid qui serait l'élément le plus haut. Bon, c'est très amusant, vu un peu la bêtise, mais c'est une gentille bêtise, hein, du personnage qui a quand même son intelligence à lui, de toute façon, indirectement, hein, malgré lui, souvent. L'intelligence du cœur, c'est déjà ça. Il y a ça, des trucs, voilà, une sorte de dinosaure dedans, bon. Et même un vaisseau spatial, voilà, pour alimenter, avec ironie bien sûr, le film a beaucoup d'ironie, quelques potentielles théories du complot. Et on passe là-dedans, ce palais des glaces littéral, jusqu'à un moment exceptionnel, qui est artistique et émotionnel. Alors, le côté émotionnel, je le développerai dans la zone spoiler,
Sur le plan artistique, je trouve qu'il y a une magnifique mise en abîme, d'ailleurs dans une abîme de glace, hein, littéralement, un peu grotte de Lascaux souterraine, de la création artistique. Nous avons ici une animation, donc très moderne pour l'époque, CGI numérique très intéressant, hein, parce que il y a un travail assez étonnant sur les lumières, les ombres, les textures. Car design, bon, mais côté texture et tout, à l'époque, c'était assez étonnant. Disons que ça a vieilli à sa façon, j'ai envie de dire, mais c'est toujours assez étonnant de trouver une sorte de pureté dedans. Voilà, même si voilà, le côté numérique de l'époque, ah, ça peut piquer un peu aujourd'hui, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et donc, là, on se fait une pause dans le film où il y a littéralement une animation rupestre qui va être prise en charge par la narration quand on va révéler une émotion. Et c'est très beau. Ça, c'est un grand moment poétique, d'une poésie justement qui montre la conscience de l'art, et donc les artistes derrière, hein, Chris Wedge, probablement l'animateur en chef réalisateur, et autres de son équipe, ont décidé de recréer quelque chose, voir ces peintures rupestres s'animer comme ça. On pourrait imaginer que c'est les premières BD, hein, les peintures rupestres. C'est les premières façons qu'on a eues de raconter des histoires et de les graver dans l'éternité. Donc c'est très touchant de voir ça. Et derrière, en plus, ça colle au récit de façon assez dure. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir une petite larmichette, il y aura une autre potentielle larmichette plus tard. Et après, évidemment, on enfonce des portes ouvertes de solidarité, sacrifice, miracle ou autre. Bon, ça surligne pas mal de choses, mais c'est un premier brûlot. On ne sait pas à l'époque si ça allait être une saga, mais en tout cas, ça installe parfaitement un univers, et je peux comprendre que ça ait marché et qu'on ait eu envie de l'étendre. C'était étendable. Quand bien même que, bon, sur le personnage de Scrat, c'est particulier, tout ça. Spoiler donc pour Manny, parce que bon, il y a déjà lui. Pourquoi est-il à contresens au début? Parce qu'il a perdu sa famille. Ouais, voilà. C'est quand même violent, donc il veut plus entendre parler de ça, mais bon, avec Scrat et puis l'enfant, bah, ça le rattrape. Et donc c'est là, c'est sur lui hein, que les peintures rupestres s'animent, où on voit comment son clan, alors son clan c'était sa famille pour le coup, parce qu'on parle de clan, là, de famille, comment ça s'est passé, comment des humains ont été, on va dire, à l'origine de la perte de sa famille, donc c'est d'une tristesse totale. Enfin il y a quelque chose là-dessus qui est assez grand, et qui renforce la noblesse du personnage, j'ai envie de le dire, un peu mystique, là, comme ça, de leader, mais un leader malgré lui, il n'a plus envie, mais il est là. De l'autre côté, Diego donc fait son double jeu, finalement il va avoir sa rédemption, parce qu'il s'est attaché à tout le monde, donc il va révéler, il va être en mode un peu rejeté mais pas longtemps parce qu'il va aider, et il va mourir, mais non, on croit qu'il va mourir, mais pas du tout. Manny c'est pareil, à un moment on croit qu'il va se sacrifier, mais non, miracle. Bon, ça joue beaucoup hein, sur l'âge de glace, les laves en fusion en dessous, c'est un film qui est très physique-chimie, dans les réactions physiques je veux dire, aussi. Mais ça sera un peu tout le temps le cas hein, de la saga. Je pense qu'il y a des scientifiques derrière qui ont bossé sur le film, hein. Pourquoi pas, hein, on peut toujours rêver, ou pas. Et puis le petit qui va être ramené quand même à son père, hein, et qu'il va y avoir un magnifique échange silencieux, parce que tout est silencieux, les humains ne parlent pas. Les animaux parlent, enfin, ils parlent entre eux, bon, voilà, hein, et les humains ne parlent pas. Et à cette arrivée à la fin de ce petit garçon, hein, il retrouve sa famille. Alors évidemment, la famille composée là va devoir laisser un des siens derrière lui, mais il retrouve voilà, la possibilité d'être élevé parmi son groupe à lui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le trio s'est formé et suivront leur aventure par la suite. Et pendant Scrat, Scrat finit congelé et 20 000 ans plus tard, il va encore créer le bazar. Avec une noix de coco. C'est pas le gland. Mais bon, sur cette idée-là, c'est très étrange parce que dans le 2, 3, 4, 5, on le voit Scrat. Ah, donc oui, c'est drôle quoi. C'est très cartoonesque. Dans les cartoons, on ne fait pas attention aux continuités de ce genre de choses de toute façon. Et puis voilà, bon allez, je ferme la zone spoiler, c'est pas grand chose à dire. Si ce n'est qu'à un moment, il y a un duel de tigres qui m'a rappelé le roi lion, alors c'est le roi tigre hein, du coup. Je sais pas, j'ai pensé à ça. Le côté caverne, on peut y voir aussi un mythe de la caverne d'une certaine manière, bon, je vais pas revenir dessus, mais c'est quand même intelligent philosophiquement aussi. Certes, les évolutions, les émotions, tout ça sont assez évidentes dans leur progression, mais ça fait le café, ça fait le taf. C'est pas un grand film. Faut pas le nier dans une certaine façon, mais c'est très attachant. Et ça lance quelque chose qui sera passionnant à suivre par la suite. Alors, je ne sais plus. Je crois que le 2 et le 3 sont quand même encore très bien. Après, le 4 et le 5, mais à revoir du coup. À revoir. Parce que bon, hein, peut-être qu'ils ont poussé un peu le bouchon, ils ont peut-être poussé le gland un peu trop loin là, à vouloir faire des suites. Mais il va y en avoir une 6e.
que vous le vouliez ou non. Et on verra bien où ça nous mène. Parce qu'après, le clan va forcément s'agrandir d'épisode en épisode. Alors, voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de votre rapport personnel avec celui-ci, si vous avez grandi avec cette saga. Je connais des gens qui ont grandi avec cette saga, et c'est ça qui est important. Et moi, j'ai pas grandi avec, mais j'ai pris un plaisir à la voir à une certaine époque. Je la redécouvre avec vous ici, et c'est cool. Voilà, c'est cool. Ça coule de glace, même. Mettez de la glace dehors, là, vous allez voir. Enfin, je sais pas, au moment où cette vidéo sera tournée pour publier, pardon, peut-être qu'il fera beaucoup moins chaud, on ne sait pas. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao!